On y est presque. UFC 309 Madison Square Garden, c'est ce week-end avec John Jones contre Stipe Miocic en tête d'affiche. Et comme à chaque pay-per-view de novembre dans l'emblématique salle de New York City, on nous met bien, assez bien cette fois-ci. Avec Brian, on vous analyse la carte principale sous l'angle des cotes de Paris, juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Premier combat de cette carte principale, c'est un fighting nerd, Mauricio Ruffi, qui est opposé à James Lontop. Il y a une expression qui tourne en ce moment, never bet against a nerd. Je te propose qu'on mette tous les deux cette unité sur Ruffi et qu'on passe à la suite. Cette unité, c'est quoi la cote? Parce que non, gagner c'est quoi? que... 0,40. On va quand même parler du combat. Donc, blague à part, Mauricio Ruffi, surnommé One Shot, représente l'équipe du moment et fera son deuxième combat à l'UFC. Il y a signé avec un TKO à 15 secondes de la fin de son combat au Dana White Contender Series, auquel il avait participé suite à la victoire d'un tournoi d'un soir au Centurion. Ses débuts à l'UFC ont été brillants. C'était face à Jamie Mullarkey, KO fin de premier round à l'UFC 301. Il a un palmarès de 10 victoires, toutes par KO, 7 au premier round pour une seule défaite. Est-ce que tu peux me décrire le profil sportif de ce Mauricio Ruffi? Décrire rapidement, je pense que on peut tous s'accorder à dire que c'est un striker assez, comment je pourrais dire ça, atypique dans le sens où il va utiliser des techniques un peu flashy, tu vois. Mhm. Et je pense qu'il est au début de son expression. Je pense il boxe encore de manière prudente, mais je pense qu'il a pas mal de choses assez flashy dans son arsenal. Dans son arsenal, ouais. Ouais, j'ai entendu un gars dire qu'il lui faisait penser à McGregor, version droitier. Ouais. Sur un peu sa posture, sa gestion de la distance, certains de ses déplacements. Alors, c'est pas une réplique totale, mais je peux voir d'où vient cette impression de similitude. Oui, parce que McGregor Prime à 66 avait des techniques un peu flashy, des coups de Les pied spinnings, retournés. ouais, d'ailleurs, techniquement, ça ressemble, tu vois, quand tu vois le spinning de Ruffi contre Mullarkey, tu dis, ah ouais, ok, je vois le lien qu'on peut faire. Et aussi le recul du buste avec le bras arrière. En garde fermée, c'est pas la même, mais voilà, on sent que il y a peut-être une inspiration qui vient de là, quoi. De toute façon, si c'est pas les tatouages, je pense que McGregor, il a influencé énormément de combattants, tu vois, Tout à fait. dans le style et pour le bien du public, parce qu'effectivement, il a proposé très tôt un style vraiment attractif, quoi, efficace et attractif. Hein. Et est-ce que le genre de Philly Shell, pivot, il en a fait. Il y a une séquence comme ça contre Mullarkey qui fait et qui me fait penser à celle de Prates contre Li Jingliang, tu vois. Je me dis, il commence à y avoir aussi des genres de signatures chez les fighting nerds. Alors, je vois pas Caio partir là-dessus, mais par contre, autant Ruffi que Prates, il y a peut-être ce côté un peu, tu vois, la crainte qu'on avait par rapport à Prates. Est-ce qu'on peut l'avoir aussi par rapport à Ruffi? Comme tu dis, son style est en train de se peaufiner. Et il y a un risque de prise de confiance en lui trop tôt qui pourrait se retourner contre lui. Est-ce que ce serait ça l'une de ses faiblesses ou de ses potentielles faiblesses? Alors, c'est de la pure impression, hein, mais c'est vrai qu'en regardant ses combats, je trouve qu'il reste légèrement, entre guillemets, plus mesuré, tu vois, que Prates, dans le sens où, effectivement, il y a des prises de risque, mais des prises de risque dans le choix des techniques. Il n'y a pas je trouve pas qu'il y a de fioritures, de déconcentration en lien avec des fioritures. D'accord. Mais ça reste une pure impression. Je pense qu'il va prendre, sur ce combat-là, il pourrait prendre des risques, entre guillemets, mais très calculés. Mais je pense que sur le combat je pense que tout le monde l'a vu, hein, sur les cotes, est très
défini à l'avance, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. Il y a une grosse différence que l'on pense de niveau en tout cas. Je pense qu'il voudra finir le combat assez rapidement et se démarquer des autres, surtout sur ce plan-là. Donc, Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un bon match-up dans ce cas-là. Ça nous permet de faire peut-être la transition sur James Lontop. Lui, il cherche encore sa première victoire à l'UFC. Ce sera sa 3e chance pour obtenir cette victoire. Il est à 14-4 en carrière professionnelle. Il avait été détecté par le Dana White Contender Series sur une série de 11 victoires. La moitié de ses victoires sont par KO. Je le vois un peu comme un dur au mal, comme ça, quelqu'un qui mord sur son protège-dents, qui va aller de l'avant, qui va encaisser et puis qui va un peu faire parler son jeu. Plus le combat évolue, plus son adversaire fatigue. Et donc, il y a peut-être un risque à chercher à le finaliser à tout prix. Parce que si ça passe pas et que tu t'es grillé, c'est là où Lontop pourrait peut-être avoir un chemin vers la victoire. Tu vois, les petits pourcentages qu'on lui donne, pour moi, c'est vraiment genre presque de la survie sur le premier et puis une différence d'énergie qui permet à Lontop de s'imposer. Parce que, comme tu l'as dit, en termes de compétences, en termes de niveau, pour moi, il y a 2 mondes d'écart entre les deux. ouais, je sais même pas si sa chance sera sur la durée, tu vois. Alors, Lontop, pour l'anecdote, il a affronté en amateur un de nos gars de l'époque Red Kings, Ricardo Païco. Mais non, au Pérou ou quoi? Ouais. Ah, c'est vrai, j'ai même pas été voir ça sur le palmarès, c'est trop drôle. C'est un combattant péruvien. Ok. Et alors, le combat a été tourné en no contest. J'ai demandé à Ricardo après, tu vois, des informations. Parce que le gars était déjà pro. Il avait déjà 2-3 combats en pro. Et il a fait un combat en amateur. Attends, contre Ricardo, ça me dit quelque chose en plus. Et au final, ça a été tourné en no contest. Ça me dit quelque chose, cette anecdote en plus. Ouais. Voilà. Bon, concernant le niveau, effectivement, il arrivait avec 11 victoires d'affilée, tu disais? Ouais, 11 victoires de suite, signé au Contender, et puis il gagne par décision, et donc ça lui ouvre les portes à l'UFC. Donc effectivement, c'est un dur au mal. Bon, c'est un gars qui a été monté au Pérou, et c'est pas le Pérou n'est pas encore à un niveau similaire à ce qu'on peut avoir au Brésil, tu vois. Non. Ni même en Europe ou aux États-Unis. Donc pour moi, il a un niveau correct d'entrée UFC. C'est un combattant, je pense, qui est sur cette ligne, tu vois, entre le niveau début UFC et avant dans les organisations mineures. Mais je pense que c'est un combat qui sert clairement Rufi pour lui permettre de s'exprimer. Donc je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est un setup. Voilà, on a un droitier qui est relativement complet partout et donc par définition incomplet partout aussi dans ma lecture, qui n'a pas de particularité physique. C'est pas un gros lightweight. C'est pas pour moi un gars qui va être plus endurant qu'un autre ou un mec s'il passe. Qu'il a montré qu'il pouvait passer l'enfer et revenir avec de la lutte et l'emporter dans des chemins difficiles, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment... j'ai du mal. Après, ça reste du MMA, on le répète, tout le monde le répète, mais j'ai vraiment, vraiment du mal à voir ne serait-ce qu'un sentier de victoire, tu vois. C'est pas mal, un sentier de victoire, alors que plutôt que chemin de victoire. Ouais, je suis... Ouais, comment ne pas être d'accord? Alors encore une fois, on fait pas partie du camp. Peut-être que Lontop, je sais pas, il a travaillé à fond sur sa lutte offensive et c'est peut-être le chemin parce qu'on doit partir du principe que Rufi, voilà, c'est comme Prates, un très très gros striker et que là où il y aura une ouverture, c'est plus en le mettant sur son dos. Maintenant, Prates a démontré que c'était difficile de le mettre sur son dos. En tout cas, je pense qu'en plus, je pense qu'ils ont la dimension physique en plus dans cette team-là, tu vois. Ouais, malgré les cigarettes et le whisky du côté de Prates, je pense que physiquement, ils sont au point, tu vois. Ouais, je suis pas au courant de ça. J'ai vu hier Prates qui dit qu'il fume 10 cigarettes par jour, dont avant ses combats, quoi. Ah oui. Écoute, moi, un des gars à la salle qui a le plus gros cardio, il clope, tu vois, donc je sais pas comment il fait. Je crois que la cigarette, effectivement, ça réduit, tu vois, mais ça réduit pas la taille de tes poumons. Mais ouais, honnêtement, je sais pas. Ça les encrasse, mais si t'as des poumons qui sont 1,5 fois plus importants que
que des gens qui ne fument pas, tu vois, lambda, bah, ton cardio reste meilleur, tu vois. Ouais, bah écoute, moi enfin voilà pour l'anecdote. Et on n'est pas du tout en train de vendre la nicotine ni quoi que ce soit, Bon, mais de toute façon, c'est plus à la mode, je crois, maintenant. j'avais joué au C'est foot une avec bonne chose. un ancien joueur de Division 1 et le gars, bah, après sa carrière, il a commencé à fumer vraiment 2 paquets par jour et aucun souci, aucun stress de cardio, quoi. Il tenait mieux. Enfin bon, après voilà, il avait une carrière professionnelle de très haut niveau, Ouais. Division 1, mais attends, le mec a été élu joueur de l'année de ma naissance. Et j'ai joué avec lui et franchement, il me tuait au niveau cardio quand j'avais 20 ans. Donc, Oh, bah, ça reste purement. Enfin, oui, ça reste logique maintenant, clairement, sur le long terme. On sait tous hein, les risques et les dangers, encore plus, enfin, à mon humble avis, sur des sportifs qui ont les bronches complètement ouvertes et qui s'encrassent, tu vois, beaucoup plus, quoi. bon, Mais, on a fait ouais, un aparté on a, assez on a des- bizarroïde. En tout cas, je pense que c'est des combattants qui ont voilà, ils sont prêts techniquement, stratégiquement. Tu parlais techniquement aussi sur le style. Si vous regardez un petit peu les petites vidéos aux pads, les vidéos d'entraînement de ces combattants, moi je pense qu'effectivement les coachs leur apportent beaucoup de connaissances techniques liées notamment à la boxe anglaise, tu vois, dans la manière de se défendre, le jeu de jambes. Ils ont ouais, une bonne culture de la boxe anglaise, des arts martiaux, des sports de combat. Ouais, honnêtement, ils utilisent les pivots comme on voit rarement en MMA parce que ça a été un peu diabolisé où ouais, on voyait beaucoup des gens dire ouais, les pivots en MMA ça sert à rien parce que le low kick, mais non, en fait, si tu pivotes au bon moment, à une bonne distance, le low kick il passe pas. Hein. Donc, Ouais, bah écoute, nous on a bossé mardi sur le fil Ichel. Alors ce que j'explique, hein, chaque technique, comment je pourrais appeler ça, chaque méthode, tu concept, vois, ouais. ouais, chaque concept va être aussi en lien avec le contexte, hein. C'est ça. Donc Et si tu t'as un auras gars des qui, avantages et des inconvénients. Tu as toujours une ouais, solution à une action. On va dire ça comme donc ça. c'est ce que je leur disais au début, mais bon après normalement ça devrait être limpide et clair pour tout le monde. Tu utilises ton fil Ichel, effectivement, si t'as pas un mec qui te balance des gros low kicks, tu peux y aller quoi. Ouais, c'est vrai. Et on a vu aussi bah, que le filichel, avec le poids sur la jambe arrière, tu peux aussi avoir ta jambe devant qui se lève sur les low kicks et qui vient sur les front kicks, comme le fait Sean Hashtag Strickland. Strickland, ouais, voilà. Donc on a des adaptations, même sur des choses, même sur des gardes qu'on pensait pas du tout adaptées pour le MMA parce qu'il y avait des problématiques. Tu Exact. vois. Enfin voilà, pour en venir au combat, tu parlais de cette unité. Non, 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 ok. Alors, ce combat fait partie des 3 combats avec un très gros favori. Euh, Ruffy est à 1,09 Ouais. contre 6. Donc, ça s'est écarté depuis hier soir où j'ai pris mes notes. Là, je viens de mettre à jour. Donc, il était à 1,11 hier. Pas que ça, enfin, voilà, là, on parle de micro gain, quoi. Donc, on lui donne proche de 90% de chance de victoire. Donc, un peu plus de 10% de chance à l'on-top. Bon, en général, comme tu l'as dit, hein, tu mets 7 unités sur Ruffy, tu vas gagner moins de 70 unités sur 0,70 unités sur la potentielle victoire. Donc, est-ce que le dog t'intéresse? Je pense pas, puisque tu as dit que tu as du mal à avoir un sentier. Est-ce qu'il y a une cote précise, un scénario qui t'intéresse, ou alors est-ce que tu l'utilises dans un combi, ou tu passes juste parce que il y a pas de valeur? Alors moi, il y a une cote qui m'intéresse et qui était déjà présente avant ce matin. Donc en gros, moi quand j'ai fait l'analyse et que j'ai regardé hier soir, il y avait donc la victoire à 1,07 ou 1,09, je sais plus, et il y avait la durée. Attends, c'était Ouais. où? C'est 1,5 ou 2,5 la durée que tu voulais? Moins de 1,5? Moins de 2,30. 1,5, c'est 2,30 quoi. Donc il Ouais. part vraiment du principe que l'on-top est un très dur à cuire. Bah ouais, mais moi je pense qu'il va se faire éteindre, hein. Mais écoute, regarde. Je pense qu'effectivement c'est un dur à cuire qui va défendre beaucoup, mais entre guillemets, je me dis que Ruffy va vouloir le finir rapidement au premier round pour montrer qu'il n'y a pas enfin voilà, il faut le monter très rapidement dans la catégorie. Et donc, je ne parie pas sur un KO, mais je parierais plutôt sur une soumission, tu vois. Ah Genre, ouais, le ok. connecter, pap, lui attraper son dos, l'étrangler, finir le boulot et refaire un call-out comme il l'a fait.
Ouais. En Donc fait, c'est pour ça que la cote à 2,30, je la trouve intéressante. Je trouve que Mularki, pour moi, il était un peu meilleur, tu vois. ouais, c'est ça. En fait, je suis en train de regarder son palmarès parce que j'avais pas étudié ça et je me dis, ok, il a beaucoup de finish au premier round, mais contre qui? Et c'est vrai que Mularki est vraiment le seul adversaire compétent qu'il a eu. Après, c'est pas un KO qui vient de nulle part, tu vois. Il a dominé les 4 premières minutes et puis le Contre finish Mularki, est arrivé. Ouais. bah, ça restait quand même, je vais pas dire compétitif, mais c'est pas non plus Non, mais voilà, une il était bien dans le combat. surdomination. Il était bien dans le combat et puis il a trouvé son finish. Ouais, C'est pas un come from behind ou quoi. Pour moi, il a prouvé son niveau là, tu vois. Alors que bien quand sûr, il a bien signé à sûr. l'UFC, tu pouvais te poser cette question. Tu pouvais te dire, ok, mec, t'as battu. J'ai regardé un mais KO au premier round contre un 1-4 à son troisième combat, contre un 4-3 au deuxième round, contre un 3-2 au premier round. Il a sa défaite contre Manuel Souza qui est resté invaincu jusqu'à son dernier combat que j'ai commenté au Bellator. Puis il est à 5-1, il prend un 0-1, donc évidemment KO au premier round. Puis là, il a son tournoi sur un soir contre un 11-6 et un 41-8. Et là, c'est KO au premier round, KO au deuxième round. Et puis il a son combat au Contender Series où il était underdog quand même. Et puis contre Mularki. Donc, ouais, à voir. Mais je te rejoins, je pense que 2,30, c'est quand même. Et 2,30, c'est le combat. Moins d'un round 50. Non, c'est... Ah oui? Et donc, Ruffy, bon, ça va passer à 2,40 ou 2,45 à tout casser. Attends. Ouais. C'est où? Voilà. Mauricio Ruffy gagne et moins de 1,5 et 2,40. Voilà, ça passe à 2,40. Oui, donc moi je t'avoue quand même contre Mularki, je trouvais qu'il était, je vais pas dire mesuré, mais voilà, qu'il a pris son temps, il est arrivé, il a respecté aussi Mularki, il avait besoin aussi de se tester, de voir un petit peu le niveau, premier combat à l'UFC, il peut pas se rater. Il prend son KO sur la fin, il restait quoi, 30 secondes, non? Je sais même pas. Ouais, attends, ça tombe à tape pour être précis, 4,42. Donc il reste 18 secondes. Voilà, 18 secondes. Là, sur un adversaire comme ça, avec une cote comme ça, je ne le vois pas, genre, gagner avec un KO au deuxième, troisième, et puis faire des call-out Mhm. à Ouais, ouais. Makachev, etc. Tu vois. Donc, il doit prouver, je le vois, si on part du principe qu'il est un petit peu influencé par McGregor, si on se rappelle de la victoire de McGregor à la décision contre Max Holloway, il était dégoûté. Ouais. Et il y avait réellement dans sa manière d'aborder les combats la volonté de finir rapidement et de faire ses call-out au plus haut niveau. Ouais, pour Voilà, vite monter, ouais. pour vite monter. Donc moi, je l'ai noté, je vais partir de ce postulat-là, bien évidemment. Hein, la cote, elle est à 2,30, donc je suis conscient qu'il y a de fortes chances que ça aille plus loin. Mais Mais voilà. elle a de la valeur. On va dire ça Ouais, je comme trouve ça. qu'elle a de la Ouais, valeur. elle a de la valeur. T'as un mec qui a 7 finishes au premier round. Et d'ailleurs, je me demande si on regarde les débuts de deuxième round, il doit y en avoir un ou deux qui traînent. Ah non. Ouais, un. Donc en fait, il a 8 finishes sur 10 dans cette cote-là, avant la moitié du combat. Ouais. Et Donc, puis bah, en ouais. face, James Stone Top, il va devoir prendre des risques. Hein. Il sait que s'il perd ce combat-là, il y a quand même de grandes chances de perdre ce combat-là. Donc je ne vois pas jouer le rôle du journeyman, tu vois, à C'est clair. vouloir préserver sa santé et éviter de se faire mettre KO Bah, là, et son perdre. son contrat est en jeu, clairement. Tu es à Ah 0-2 à ouais, l'UFC, tu es rentré par le Dana White Contender Series. T'as pas eu grosse adversité avant de rentrer à l'UFC. Tu peux pas, enfin, voilà, même si tu perds à la décision, tu sautes bah oui, oui, de oui. l'UFC. Donc, il doit venir pour gagner. Et c'est vrai Mm. que ça signifie potentiellement ouvrir son jeu. Prendre des risques. Alors, il Mm. a jamais pris de KO. Donc ça, c'est un truc. Encore une fois, il n'a pas eu une grosse adversité. Peut-être ses 2 derniers combats, on va dire. Mm, Mais il mm. s'est déjà fait soumettre fin de premier round à Oh, l'UFC il a fait n'importe et quoi fin d'ailleurs. de deuxième round. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Donc j'aime bien parce qu'en plus, effectivement, tu te positionnes pas spécialement sur le KO. La soumission, elle est live aussi après un knockdown ou quoi. J'aime bien cette Ouais. cote. Je vais y réfléchir également. Merci pour l'inspiration. Je vais me mettre en Il mode n'y a pas de copieur. quoi, il n'y a pas de quoi. Ok, passons au deuxième combat de la carte principale. Il opposera Karine Silva et Viviane Araujo, numéro 7 et numéro 8 au classement Fight Minds, parce que oui, notre classement est plus crédible, donc je le prends officiellement en source lors de nos podcasts. Avant de décrire les deux combattantes,
la façon dont je vois ce combat, c'est les deux sont pile à l'endroit qui montre leur niveau dans le ranking. Je pense que celle qui gagne ce combat va perdre son prochain, et celle qui perd ce combat va gagner son prochain. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe qui c'est. Ouais, je vois. Parce que voilà, elles ont typiquement le niveau ventre mou du top 15 chez les flyweight. Au-dessus, c'est trop fort pour elles. En dessous, c'est pas assez fort pour elles deux. Donc, d'un côté, on a Karine Silva, surnommée Killer. Ça lui va très bien. 18 victoires en 22 combats, invaincu à l'UFC en 4 sorties, plus sa signature via le Contender Series. Son taux de finalisation est hallucinant pour une flyweight féminine. Elle a une seule décision sur ses 18 victoires, 9 victoires par soumission, 8 par KO. Est-ce que son palmarès reflète son style, Brian, plutôt complète, dangereuse et opportuniste partout? Ou alors tu te positionnes comme moi en disant c'est plutôt une grappleuse? Bah, c'est clair, quand tu vois son corps, tu dis que c'est plutôt une grappleuse, clairement. Hein. Ouais. Debout, enfin voilà, debout, je suis. Quand j'ai vu. J'avoue que je me souvenais plus trop de ses combats, donc j'ai d'abord vu son palmarès, je me suis dit, oula, j'ai un peu regardé, et j'ai été déçu de ce que j'ai vu debout, je vais être honnête. Très physique pour la division, bien large, bien 57, impossible de la voir faire un catchweight à 55, donc je pense qu'elle peut s'imposer par son physique. Pourquoi un catchweight? Bah, j'en sais rien. Si un catchweight lui est proposé à 55, situation hypothétique, elle pourrait pas accepter parce que je pense que 57.6 c'est sa limite basse. Ah, ok. Voilà, c'est ouais, sa limite basse. Je pense qu'elle est. Elle s'impose notamment grâce à ça parce que techniquement debout c'est pas extraordinaire. Son volume descend plus le combat avance. Elle a pas beaucoup d'armes debout. Défensivement c'est perméable. Par contre, voilà, une fois que ça va au sol, elle sait comment gagner un combat, elle sait comment finaliser une adversaire. Et face à elle, on a Viviane Araujo. Palmarès pas ouf. 12 victoires, 6 défaites, avec un 6-5 à l'UFC. Là, elle devra faire parler son expérience à haut niveau, parce qu'il faut le dire, ces 5 défaites à l'UFC, c'est quand même contre des très bons noms de la division, soit des anciennes championnes, des anciennes challengeuses au titre, des combattantes qui sont en phase de commencer à rentrer dans la discussion pour le titre. On pense évidemment à Natalia Silva et Jessica Eye qui traînent dedans. Elle a quelques victoires contre des noms intéressants quand même. Donc voilà. Par contre, elle, à l'inverse de son adversaire, elle est sur une série de 10 décisions, 5 gagnées, 5 perdues. Donc voilà, comment est-ce que tu vois le combat se diriger? J'ai l'impression que Araujo, elle doit un peu pourrir le truc, fermer un maximum de portes par rapport à l'opportunisme de Karine Silva. Et Karine Silva, elle doit faire très gaffe à pas se fatiguer à chercher un finish et au risque de perdre le 2 et le 3. Ouais, bah écoute, moi je t'avoue que sur ce combat-là, je suis parti regarder rapidement les records et ensuite, très rapidement, je suis parti voir sur Unibet les codes sur la décision ou non du combat, tu vois. Ouais. C'est ce qui m'intéressait le plus et puis aussi le nombre de rounds. Là, j'étais un peu déçu forcément parce que ils ont bien fait leur boulot, tu vois, Unibet. Ah ouais, je vois ça, ouais. Je pense que c'est toute l'intrigue de ce combat, hein, c'est de savoir, enfin, comme tu l'as dit, on a d'un côté une combattante qui gagne ou perd à la décision, et de l'autre côté, une combattante qui gagne ou perd, mais ça date, non? Sa dernière défaite? Ouais, Karine Silva, ça remonte, hein, sa dernière défaite, c'est en 2019. Ah ouais. Sur ces 2 défaites, elle a une par soumission au premier round, tu vois. Ouais. Donc c'est... Je pense que ça va jouer là-dessus. Moi, j'aurais tendance à vouloir miser, mais je me suis abstenu. Mais en tout cas, au début, j'étais en train de me dire que ça serait un combat qui irait à la décision, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu te dis aussi, voilà, elle a beaucoup de finish à avoir l'adversité. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle a perdu contre Marina Moroz en tout début de carrière, à son 6e, 7e combat pro en 2014. Elle a pris sa revanche à son avant-dernier combat par guillotine. Par contre, voilà, son dernier combat, elle s'est vraiment fait tester. C'est contre Ariane Lipski, qui s'appelle maintenant Lipski da Silva. C'est une décision. Donc, en fait, sa seule décision, c'est son dernier combat. Donc, est-ce qu'on est dans ce cas de figure où on a quelqu'un qui trouve ses finishes parce que elle est bien plus forte que ses adversaires, même maintenant qu'elle rentre dans des vrais challenges, elle va plus les trouver. Et cette Viviane Araujo, elle fait partie de ces combattantes durables, difficiles à finaliser. Je sais même pas si elle s'est fait finaliser. J'ai même pas regardé ça. Tiens, pourtant c'est une stat qui est importante par rapport à cette carte de Paris. Elle s'est déjà fait finaliser une fois par TKO et ça remonte à 2017.
Donc à Sinon, son quatrième combat, quoi. À son quatrième combat pro. Et c'est pas déconnant si elle se fatigue, Karine Silva, d'avoir une décision par Viviane Araujo, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Qu'elle soit aussi capable de prendre des décisions, quoi. Ouais. Donc, moi, je t'avoue que sur les codes de Paris, ici, il y en a les deux qui m'intéressaient à la toute base. C'était la décision, c'est Viviane Araujo, que je trouve à 3-10. Ouais. Donc Moneyline à 3-10. Ouais, je trouve que c'est un dog or pass qui est relativement intéressant. Ouais. Notamment sur cette capacité à prendre le 2 et 3. Et puis après, sinon, c'était décision, combat à la décision, combat à son terme. Non, combat à son terme. Ouais, à 1,40, c'est ça. Ou finish, ouais. Et à 1,40, mais bon, je vous avoue qu'au final, je l'ai pas noté, donc je vais pas le faire. Parce que je me suis juré d'arrêter de changer d'avis au dernier moment. Tu vois. Ouais, tu sais quoi, là c'est même moi qui vais être garant de toi. Même si tu écris sur WhatsApp que tu mises sur ce combat, je dirais à notre monteur Thomas de pas le mettre pas l'officialiser sur le visuel, tu vois. Ça, c'est les pires. Tu vois, genre je vais être dans le métro comme ça, et tu dis les paris et tout, je l'ose, et puis j'en ai que 2, et puis je dis c'est pas assez, je regarde, et puis là ça va être moche sur le visuel, il y en a que 2, j'en mets un troisième. Il y en a que 2, je prends pas assez de risques, et là j'en vois comme ça au pifomètre, et je me foire. Ou alors tu envoies au pifomètre et moi je te l'inverse, tu vois. Et oui, ça remercieras. C'est une idée, tu vois. Ouais, ça pourrait être ça, ouais. Non, moi je suis d'accord avec toi. Ici, c'est typiquement le genre de combat où il y a trop qui peuvent se passer. Ceux qui le sentent, je trouve que le dog or pass est potentiellement intéressant. Ceux qui le sentent, le moins de 1.5 avec une Karine Silva qui fait du Karine Silva, qui a 4,25 quand même. Pourquoi pas? Mais ça demanderait beaucoup plus d'analyse. Et de mon côté, là, j'ai pas envie de prendre ce temps d'analyse et je préfère ne pas me positionner sur celui-ci. Mais tu vois, sur le temps d'analyse, c'est vrai que sur les... Je sais plus, c'est toi qui me disais ça, que sur les paris, souvent, les parieurs, ils regardaient des combats un peu moins... Ouais, justement, ouais. Les moins connus, les moins hype, parce que généralement, je pense que ça va aussi dans l'autre sens. C'est là où les cotes les plus intéressantes sortent. Oui, parce qu'au final, ça se trouve... Ouais. Il y a des gens qui se spécialisent ils misent jamais sur l'UFC, ils vont plutôt miser sur les plus petits événements, les PFL, les ARES, les Dana White Contender Series. Et je pense qu'il y a beaucoup de valeur à se faire là. Ouais, parce que ça se trouve, les bookmakers passent aussi moins de temps, comme nous, tu vois. Tout à fait. Et je pense par conséquent que ceux qui jouent peuvent se dire, ok, c'est le genre de... J'allais regarder un peu les combats de Araujo et je vais voir s'il y a des moments, elle fait des petites erreurs qui seraient des portes ouvertes pour Karine Silva. Et dans ce cas-là, je peux me positionner sur un finish de Karine Silva qui est à une bonne cote. Ou à l'inverse, si on trouve que Araujo, elle est très responsable dans ne pas laisser d'opportunité à ses adversaires. Dans ce cas-là, on peut voir la décision, on peut voir la victoire de Araujo à la décision. Donc il y a des cotes intéressantes, vraiment. Mais ici, j'ai déjà fait beaucoup l'erreur de me positionner sur ce genre de combat et j'ai rarement une bonne lecture. Donc moi, je reste loin. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de valeur sur aucune des cotes. Ok. On passe à Bo Nickal, le plus gros favori de la carte contre Paul Craig. Un combat qui m'aurait bien plu sous les règles du CGI, mais qui ne me déplaît pas pour autant en MMA. Alors, Bo Nickal, c'est l'un des espoirs de l'UFC, qui a bien l'intention d'en faire une superstar. Brian, toi comme moi, on a eu un genre de relation love-hate envers lui et sa carrière MMA. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'était pas très confiants, tu vois. On avait fait un podcast sur lui, on n'était pas... on n'était pas encore convaincus. Et sur ces 2 dernières sorties et sur ses communications, surtout après ses combats, on le trouve très mature dans ses choix. Enfin, je parle en mais c'est l'impression que j'avais de échanges sur lui, tu vois. Et c'est pas le love-hate, c'est pas le bon truc. C'est pas le terme, ouais. C'est convaincu, pas convaincu, tu vois. On n'était pas convaincu à un moment. Maintenant, moi, je suis un peu plus convaincu par son potentiel. Ouais, moi, ma principale inquiétude vis-à-vis de lui, c'est qu'il veuille aller trop vite. Et c'est ce qu'on avait dit sur l'analyse qui date d'il y a 1 an, je pense. Même plus. Plus d'1 an. Et effectivement, les podcasts dans la chambre, donc c'est il y a plus d'1 an. Et effectivement, ce qui nous a convaincus et m'a convaincu, c'est quand il a dit qu'il allait prendre le temps, qu'il voyait qu'il y avait encore un large... il y avait beaucoup de choses à apprendre.
Ça, clairement, c'est ce que j'attendais. Mhm. C'était parce que sinon, je le voyais se brûler les ailes. Et donc, au contraire, maintenant, enfin voilà, je trouve qu'il gère sa carrière de manière, ouais, je trouve que c'est très bien calculé. Ouais, c'était un peu ça qui nous inquiétait. Il y avait deux points qui nous inquiétaient. C'était à quel point il était sérieux à l'entraînement. On avait un peu cette Mhm. impression qu'il arrivait un peu trop au talent et pas assez au travail. Et je pense que ça a été répondu aussi. Et Ouais, effectivement, le fait qu'il voulait qu'il allait peut-être se convaincre de sa propre hype que l'UFC communiquait sur lui. Mais on l'a senti quand même très mature et très réaliste par rapport à où il en est dans sa carrière. ouais, Bon, ouais, voilà, ouais. l'ancien lutteur est invaincu en 6 combats MMA, dont 2 au Contender Series et 3 à l'UFC. Chacune de ses victoires est avant la limite, avec 2 KO et 4 soumissions. Fais-moi un bref tour d'horizon de son profil de combattant. Oh, bah, je pense que c'est un combattant où, ouais, tout le monde s'inquiète d'être mis au sol par lui, et puis ça lui permet d'avoir des ouvertures pour pouvoir frapper debout aussi, tu vois. Mhm. Je pense que comme tous les lutteurs, il a comment je pourrais dire ça, une vraie puissance de frappe et une vraie capacité à prendre la puissance de frappe dans le sol. Donc, Ouais. je le pense très très puissant. Ce combat qui arrive, alors sur son grappling, alors il a fait des compétitions de grappling, mais bon, où c'était plutôt l'objectif de ne pas perdre, de ne pas se faire soumettre, tu vois. Il n'y avait pas réellement Ouais, d'objectif de. genre son tout premier combat connu, c'était en 2019, donc ça remonte déjà, mais c'était contre Gordon Ryan. Donc Voilà. le mec aime bien le challenge, hein, quand même. On va... Oui, il aime bien le challenge, mais je pense qu'il y allait avec comme objectif de ne pas se faire soumettre, tu vois, Ouais, c'est plutôt que différent. Ouais. de gagner, quoi. Et Ouais. effectivement, c'est pas du tout la même approche quand vous tournez avec quelqu'un bah voilà, qui refuse un petit peu l'engagement, le combat, la prise de risque. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un gars qui a un bon niveau, un peu partout, qui est en train de se compléter. Alors, moi, je connais beaucoup plus en lutte. En lutte, il est arrivé avec, comment je pourrais dire ça? Euh, une sorte un peu de fraîcheur dans ses scrambles. Il a vraiment développé des scrambles, donc des capacités à renverser dans des positions qui semblaient complètement impossibles face à des lutteurs qui sont formés à te maintenir au sol, tu vois. Hmm. Et il a un style en lutte, hein, un petit peu. euh, c'est quoi le terme, tu vois, quand tu es très relâché, tu vois? Lose. Non, en français. Ouais, mais justement, je commence par l'anglais parce que c'est celui qui me vient en tête. Et C'est pas relâché. détendu Oui, ou... détendu, il vient, il attend un petit peu le contact, euh, et puis il improvise dans le mouvement, tu vois. Ouais, donc il y a une vraie expérience et une vraie compréhension de la Voilà, mécanique du sport. voilà, il y a vraiment Ouais, ça. Il a développé des techniques qui sont vraiment sur la mécanique ouais. physique de l'adversaire. Et c'est quelqu'un ouais, qui se mouvoit très très bien. Mais par contre, en tout cas en lutte, pour moi, il a manqué un petit peu, je vais pas dire de discipline, mais pour aller dans le très haut niveau, pour euh, bah, devenir notamment le lutteur numéro un américain, ça passait plus, quoi. Le talent, Ouais, tu vois. comme on le Le sait. Ouais. talent ne passait plus et il s'est fait manger par des gars qui sont là depuis des années et qui bossent et qui étaient peut-être moins talentueux que lui, tu vois, qui ont Hmm. peut-être moins développé des choses, qui allaient sur des choses beaucoup plus simples, mais qui marquaient des points et qui permettaient de gagner les combats. Ouais, il y a toujours un côté fun, je trouve, à ce genre de combattant comme Bonical, Mm. de, d'utiliser des techniques qu'on voit peu, parce que alors Ouais, les adversaires sont peu habitués, mais effectivement, ça va fonctionner jusqu'à un certain niveau, et c'est peut-être ça qui a bloqué à un moment de sa carrière, c'est qu'il pensait peut-être pouvoir faire ça contre tout le monde, et au final, quand il était vraiment contre la crème de la crème, ça passait plus, parce que eux ah oui, aussi, en fait, c'est ça, c'est qu'à mon avis, dès le moment où il tombait sur d'autres combattants qui avaient également cette compréhension mécanique et du côté physique du sport, ça passait plus parce que eux aussi dans ce genre de situation, Bonical partait sur son truc créatif, efficace, mais eux ouais. avaient la réponse en disant ok, je sens ce que je dois, c'est pas je sais ce que je dois faire, c'est je sens ce que je dois faire pour contrer ça. Ouais, je vous invite, pour vraiment illustrer mon propos, je vous invite à regarder le combat de sélection pour l'équipe américaine contre
Jden Cox. Donc Jden Cox qui est dans l'équipe américaine depuis des années. Je pense qu'il faisait sa dernière sélection ou son avant-dernière sélection et il l'a fait vraiment passer pour entre guillemets, pour un débutant, quoi. Ah, ouais. C'était... il est arrivé très relâché, il est parti à vouloir trouver des renversements face à un mec qui était, malgré le nombre d'années, juste là pour gagner. S'il devait gagner avec juste des ankle picks et le mettre au sol, il aurait fait que ça. Et il n'y avait pas d'espace, quoi. Il n'y avait pas d'espace pour sa créativité. Et voilà. Mais je pense qu'en MMA, en tout cas, je pense qu'il a vraiment beaucoup plus d'espace pour de la créativité et qu'il sera capable, vu le niveau qu'il a, d'être un peu plus concentré, notamment parce qu'il y a les frappes et notamment parce qu'il change de discipline. Tu vois. C'est clair. Et je suis d'accord avec ça. Dès le moment où il y a les frappes, tu es obligé d'être un peu... relâché, tu peux l'être, mais tu dois être beaucoup plus lucide et réactif. On va dire ça comme mais ça. moi, je trouve psychologiquement différent de ces combats en lutte. Ouais. Dans la cage, je le trouve vraiment concentré, notamment parce qu'il y a les frappes, notamment parce qu'il sait que un coup, ça peut l'éteindre. Je pense que, enfin voilà, c'est un lutteur. Hein. Les lutteurs n'ont pas peur des coups. Hein. On prend tu vois, quand tu luttes, la réalité c'est que tu prends des coups de tête, tu prends des claques, t'as quand même beaucoup de chocs. Et c'est pas un problème. Mais par contre, il sait que ça peut t'éteindre et là, t'as pas un petit temps d'arrêt, de repos comme en lutte. Tu vois, le combat est terminé. Mais c'est ça le meilleur en fait. Le mieux, c'est de pas avoir peur de te prendre des coups, mais d'être conscient que prendre des coups peut finir un combat. Donc ça, c'est parfait parce que le pire, c'est avoir peur de prendre des coups, puisque c'est là où tu te fais justement le plus facilement éteindre. Donc il y a vraiment ce déclic mental qu'il faut avoir. C'est je rentre dans mon combat, je vais prendre des coups. Tu as très peu de combats. C'est quoi le pourcentage de combats où un des deux athlètes s'est pas fait toucher une seule fois? Moins de 1%. Donc tu rentres dans une cage, tu sais que tu vas te faire toucher. Ouais, c'est sûr. Par contre, tu dois être capable de savoir distinguer les frappes qui sont réellement dangereuses et celles qui ne le sont pas. Bref, notre Écossais préféré à tous, Paul Craig, partagera l'octagone avec Bonical. Il a 17 victoires pour 8 défaites en carrière professionnelle. Ce pur grappleur est une galère au sol. Mais après avoir réalisé un très beau run de 6 victoires pour une égalité en light heavyweight, il a goûté 2 défaites consécutives. Il a décidé de descendre chez les middleweight. Il a donné espoir que c'était un bon choix en battant André Muniz. Mais il est à nouveau sur 2 défaites consécutives face à Allen et Borayo. Ma question est simple ici. Est-ce que Bonical, selon toi, cherchera à l'éteindre debout ou aura-t-il confiance à dominer au sol sans se faire surprendre par là aussi quelqu'un qui fait parler sa créativité au sol parce qu'il a une très bonne compréhension de l'espace. Je pense que ses capacités de proprioception sont exceptionnelles à Paul Craig. Moi, je pense que ce combat, c'est un très bon test pour Bonical. Il n'en a pas eu beaucoup, à mon sens. Non. C'est un très bon test sur son intelligence de combat et c'est un très beau combat pour lui permettre aussi de s'exprimer debout. Je pense sincèrement que, enfin non, j'en suis même sûr, Craig Jones est supérieur en grappling. Ça, c'est oui. à Bonical. Alors, effectivement, il y a les frappes. Il n'y a pas eu Paul Craig contre Craig Jones où ça a été une rumeur à un moment? Non, je sais pas. Je pense pas qu'ils soient affrontés. Je peux te dire ça maintenant? Non. Il n'a pas tant de combats de grappling en dehors de ses combats à l'UFC. Enfin, Paul Craig, non. En super fight. Hein. Ouais. Donc effectivement, je pense que ça serait une très mauvaise idée pour Bonical de vouloir envoyer une frappe, mettre au sol et chercher du ground and pound. On a Paul Craig. Enfin voilà, hein, c'est extrêmement difficile d'être uniquement un grappleur en MMA, à mon sens. Ça fonctionne jusqu'à un certain niveau, mais après, ça devient extrêmement compliqué. Mais quand tu vois sa manière de travailler, ses formes de corps et son pourcentage de réussite, pour moi, c'est un excellent grappleur. Ah oui. Et si Bonical, par exemple, je suis une petite souris dans le camp de Bonical et le camp, c'est de mettre Craig Jones. Paul Craig. Paul Craig sur le dos et de le frapper et de faire du riding et ça, moi je parie sur Paul Craig, hein, tu vois. Ah oui, surtout avec la cote qu'il a, quoi. Ouais.
Donc, non, je pense que Bonical va vouloir s'exprimer debout. Il a un bon chemin pour pouvoir frapper, bosser, et montrer sa boxe. Il y aura sûrement des tentatives de Paul Craig de tirer le combat. Je le vois plutôt tirer le combat au sol, d'engager la lutte et de tirer la garde. Ouais. Donc on risque d'avoir un truc un peu dans ce genre-là, un peu Ouais, pénible. je te rejoins là-dessus. C'est un peu ce que je vois. Je pense que Paul Craig va vite se rendre compte que debout, c'est très dangereux. Et du coup, Ouais. il va engager lui la lutte en étant conscient qu'il va pas réussir ses amener au sol. Mais il va tirer, il va même tirer des montes, tu vois. Il serait Ouais, capable de tirer la monte. Je me ouais, demande s'il l'a pas déjà fait, tu vois. Mais c'est vrai clairement, qu'il clairement. est tellement à l'aise au sol que pas de stress. Du Mais coup, tirer la montre pour aller attaquer les les jambes, clés de jambes, c'est une stratégie qui face peut à un fonctionner. lutteur. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 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 qui peut fonctionner, hein. Face à un lutteur qui veut se mettre en monte haute pour pouvoir frapper, c'est énormément d'ouverture pour pouvoir, surtout avec la souplesse qu'a Paul Craig, enlacer les jambes et attaquer les jambes. Alors de là à ce qu'il soumette, j'y crois pas trop une seconde parce qu'on va avoir un, je pense, un Bonical qui va vraiment fuir C'est ça, ouais. ce genre de situation et chercher à se relever et Tuer enlever dans sa l'œuf. jambe, hein? Il va tuer dans l'œuf. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus utilisé Ouais, cette expression. il va tuer dans l'œuf, ouais, exactement. Et ouais, j'aime bien parce que du coup, tu me rassures un peu sur le positionnement que je voulais prendre sur ce combat. Donc, Bonical est le plus gros favori de la carte à 1.07. Hier, Ouais. c'était 1.06. Paul Craig est resté à 7 tout rond depuis hier. C'est un Et violent 90. tu vas mettre 7 unités sur Paul Craig, c'est ça? Franchement, tu te referais sacrément là, hein. Ah oui, oui, je me referai à perdre cette nouvelle unité. Non, en termes de scénario, moi j'ai vu là plus que 1.5 à 2.35. Ça peut m'intéresser. Tu vois, Plus que 1.5. ça dépasse la moitié du combat. C'est 2.35. Et en fait, ouais, ça m'intéresse parce que effectivement, je peux voir le KO de Bonical venir debout. Mais au sol, je vois un Bonical plutôt prudent. Et je vois un Paul Craig potentiellement se dire, OK, ma moins pire position dans ce combat, c'est en dessous de Bonical. Bon, la meilleure position serait au-dessus, mais elle n'est pas spécialement atteignable, si ce n'est sur peut-être un sweep, tu vois. Il est pris en monte, il attaque la jambe, et comme on l'a dit dans le précédent podcast, attaquer les jambes, tu dois pas spécialement chercher la soumission à tout prix. Tu peux utiliser ça comme levier pour te relever. Ici, ce serait pas intéressant, mais tu peux utiliser ça pour sweep et prendre une position de contrôle. Donc, mais bon, après, comme tu l'as dit, l'autre voudra tuer dans l'œuf, se retirer et reset debout. Mais voilà, je peux voir ce combat dépasser la moitié du deuxième round. Et du coup, la cote à 2,35 peut me tenter. Au final, quand tu regardes Bonical, son dernier combat contre Brundage, c'était un peu ça. Il y a pas mal de parieurs que je suivais qui s'étaient positionnés sur ça va à la décision. Alors, on était loin, hein, mais la soumission est venue à 3 minutes 38 du deuxième round, quoi, contre Cody Brundage. Donc j'aime bien cette cote. Ouais, moi, je suis un peu plus, un peu moins sûr, hein. C'est quand Je dis même. pas que je suis sûr, je dis juste que Non, non. j'aime bien qu'elle soit à 2,35, tu vois. Moi, la cote qui m'intéresse, c'est, je prends pas trop de risques, mais c'est plus de 0,5 round. Plus de 0,5 à Ah, 1,31. 1,30. 1,31. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas fou, mais franchement, je le vois, je vois difficilement Bonical le battre en moins de 2 minutes 30. Ouais. Parce qu'il est quand même assez solide. Ouais. Paul Craig, c'est bizarre parce que tu vois, j'avais toujours tendance à dire qu'il avait un sacré menton. Mais là, Mm. il vient de se faire éteindre quand même 2 fois sur ses 5 derniers combats. 4 derniers combats. Mm. Par Johnny Walker et par Caio. Et Johnny Walker, c'est à 2 minutes 16 du premier round. Caio, c'est au deuxième round. Donc, ouais. Et je pense que tu vois, le combat de Caio montrait que une fois qu'il n'y avait plus réellement que ça deviendrait difficile de finir le combat, enfin voilà, ça devenait compliqué. Ah oui, non, moi c'est plus de le combat plus de Plus de 0,5. 0,5, Bonical. Non, sans Bonical, c'est Sans Bonical. 1,31. Ouais, c'est 1,31. Okay. Voilà, Ça. si Bonical se fait soumettre au troisième, ben je gagne quand même mon pari, tu vois. Ouais. Et Paul Craig par soumission, c'est à 13. Ah, c'est à 13?
à la limite, à l'aveugle, ça mérite une fraction d'unité, tu vois. Juste parce que la cote est à 13, tu peux mettre 0,1 comme on fait sur les égalités, tu vois. Tu te dis, je suis prêt à perdre ça. Je m'attends à perdre ce que je mets dessus, mais je suis obligé de le mettre Paul Craig à 13, peu importe contre qui, soumission. Ah bah ouais. Moi, de toute façon, j'ai de la cagnotte hein, sur les soumissions de Paul Craig. Je crois que j'avais déjà expliqué que j'avais vu contre Krylov, sa soumission, elle était à 7. J'avais m'étais positionné évidemment dessus. Donc, j'ai de la cagnotte quoi, par rapport à ça. Donc, je pense mettre 0,20 ou 0,25 là-dessus. Tiens. Bah écoute, moi je pense faire pareil parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit à 13, tu vois. Mais moi non plus, je viens de la regarder. Pour moi, tu vois, je voyais Paul Craig à 7, la victoire à 7. Ouais. Je me dis, bah, sa soumission, elle sera à 9. Parce que c'est son chemin de victoire ici. Donc, ouais, c'est intéressant là, à 13. Ken par soumission. Par KO, disqualifié au lieu de 13. Ah ouais. Chanceux. Ouais, bon, pour les parieurs, c'est. Ce qui est... Ah oui. Ouais. Ouais, moi je la trouve vraiment pas mal. Hein. À 13, il y a une possibilité. On a parlé des clés de cheville. On pourrait avoir un étranglement arrière. On pourrait avoir. Un triangle. Un triangle, effectivement. Et même à la dernière seconde, comme il l'a fait contre Ankalaev, parce que ça, c'est vraiment le combat référence où tu te fais laver pendant 3 rounds, littéralement, et puis tu fermes ton triangle à 7 secondes de la fin et ça tape à 3 secondes de la fin, tu vois. sur la seconde. Ouais, ou sur la seconde du gong, quoi. Ouais. Donc, on sait qu'une fois que c'est fermé, ça peut aller très, 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 très vite, peu importe qui tu es, et les étranglements particulièrement, tu vois. Tu peux être aussi dur que tu veux, avoir été un lutteur de très haut niveau. Si tu dors, tu dors. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Ok, on en profite peut-être pour dire, suivez-nous sur les réseaux, Fight Minds Off sur Instagram, Fight Minds sur Twitter, parce que c'est là où on valide toutes nos cotes. Petit rappel avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 € sur unibet.fr. C'est là où vous trouverez les meilleures cotes sur le MMA. Comme Main Event, on l'a analysé sur la chaîne, donc là on peut aller très rapidement directement dans les cotes de Paris. Les cotes sont à 1,35 pour Oliveira, 2,98 pour Chandler. On est sur un 70-30. On en avait discuté. Toi, comment on était plutôt d'accord avec les cotes d'ouverture, c'est-à-dire plutôt 60-40 / 65-35. Donc, on trouve que actuellement c'est un peu sévère pour Chandler. Est-ce que, par conséquent, ça te donne envie de te positionner sur le dog ou alors il y a quelque chose d'autre qui t'a attiré le regard? Je t'avoue que oui, le dog m'aurait intéressé parce que je trouve que c'est quand même un peu une chance sur 2, mais je suis allé sur une autre direction et plutôt sur le combat dépasse 1 round et demi. Ah, j'y pensais aussi à celle-là. On en avait parlé. Hein. Et elle est à combien maintenant? 1,80. 1,80. Alors, je vous explique pourquoi, hein, parce que pour moi, c'est un combat en 5 rounds. Ouais. Donc, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on a quand même 2 combattants qui se sont préparés pour 5 rounds et qui vont pas arriver à 100% dans le premier round. Il y aura des ouvertures, mais je pense que les ouvertures qu'on a vues sur leur premier affrontement, c'était en 3 rounds. Hein. C'était en 3 rounds, ouais. Voilà. Donc, forcément, tu mets beaucoup moins d'intensité quand tu sais que tu as 3 rounds et tu diminues de 20% ton intensité, entre guillemets, hein, si tu en as 5 à faire. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, c'est la cote qui m'intéresse le plus. Ouais, moi c'est ça, j'avais dit que je pensais aussi que ça allait dépasser, que ça allait être plus long que le premier. Le seul truc qui me coinçait dans cette réflexion, c'est Madison Square Garden. On a typiquement 2 profils de combattants qui, comme c'est au Madison Square Garden en Main Event, ils vont potentiellement vouloir faire leur jeu habituel. Mais malgré tout, voilà, c'est ok, c'est 2 opportunistes, mais c'est aussi 2 gars qui sont difficiles à finaliser. Tu regardes les derniers combats de Chandler, ça dépasse très vite le deuxième round. Il y a des décisions. Il y a la décision contre Gaethje, le finish contre Poirier, c'est dans la 3e reprise. Tony Ferguson, on ne doit même pas parler de ce combat. Donc voilà, et effectivement, le dernier combat de Oliveira, il y avait une sacrée adversité, c'est aller à la décision sur 3 rounds. Donc j'aime bien, ouais, 1,80. C'est vite passé, un round et demi. Même si ça part et même si ça part en guerre, faut le finir, hein, l'adversaire. Faut savoir le finir. C'est vite passé et
Voilà, je pense que Michael Chandler, il a pris un petit peu de maturité. Il a sa place à l'UFC. Il a plus rien à prouver, entre guillemets. Il a parlé de la ceinture, par exemple. Ouais. Est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'il se dit, tu sais, il y a un moment, je pense, il arrivait à l'UFC, il gagnait de l'argent parce que il voulait des fight of the night très très généreux. On balance tout, Ouais, ouais, quitte à ouais. perdre. Euh, Maintenant, je pense que ça prime. Toi, tu as ce genre de combat temps où bah, ton fight of the night, c'est même plus une cerise sur le gâteau, tu vois. Tellement ta prime est élevée. Bah oui, Tu oui. vois, un gars qui gagne 20 000 euros son combat, ben, enfin 20 000 dollars son combat, ou 24 000, allez, tu gagnes ton combat, tu as 24 000, tu as ton bonus, ben, les 50 ou 60 000, ça te fait faire un x3, tu vois, Hmm. quasi x3. Alors que si ta prime par défaut, c'est 500K, bah, le 50K supplémentaire, c'est un dixième. C'est bien, mais c'est Hmm. pas, tu vas pas, tu vas préférer la victoire. C'est ça, en fait. Tu vas préférer la victoire et ton bonus de victoire que ton bonus de Fight of the Night dans la défaite. On va le dire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, Euh, ça reste risqué, hein. C'est pas non plus genre. Enfin, on le sait très bien, la cote serait pas à 80 si S'il on était n'avait sans pas ce risque, genre, quoi. ces deux combattants, hein. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense que je me positionnerai là-dessus en me disant que ça pourrait durer plus d'un round et demi. C'est Ouais, ça. bah de mon côté, je vais encore réfléchir du coup à laquelle me semble le plus intéressant entre l'underdog ici et celle-là qui me semble fun en plus à miser parce que du coup pendant le combat, tu seras là. Non, non, ne le finis pas, non, attaque pas trop Moi, vite. je vais essayer de mettre ça de côté, sinon ça va me fourrer mon Ouais, combat. ouais, il faut vraiment, limite, il faut essayer d'oublier les codes et ça m'arrive, moi, de temps en temps, j'oublie sur quoi j'ai mis et du coup, je peux vraiment profiter de l'événement et je regarde après sur quoi j'avais mis, tu vois. Ouais, Ça ouais. m'arrive. Ça, c'est un des rares avantages à cette mémoire pourrie que j'ai et sur laquelle j'essaye de bosser. Bref, on va passer au main event. Donc là aussi, hein, on en a déjà fait une belle analyse sur la chaîne. Les cotes sont quasi inchangées. C'est le troisième combat avec un très large favori en John Jones qui a 1,11 contre Stipe Miocic à 5,60. Stipe est le gros underdog sur lequel il y a le plus de mise sur Unibet. 28% se sont positionnés dessus. Ah Alors, ouais. j'ai lu quelques commentaires avec un narratif pour lequel j'aimerais ton avis, Brian. Mhm. Alors, le narratif, c'est on ne doit pas en tirer Stipe juste parce qu'il a perdu contre le monstre qu'est Ngannou. Jusque-là, on est d'accord. Pour le fait qu'il soit si loin de la cage depuis si longtemps, euh, c'est vrai, on a Georges Saint-Pierre, son adversaire de ce week-end, Dominique Cruz, ou encore Zabit Magomed Sharipov qui reviendra l'année prochaine. Et on peut toujours rêver. Non, j'ai Oh. j'ai vu des étoiles dans tes yeux, mon gars. Non, non, mais voilà, on a plusieurs exemples de grands combattants qui vraiment sont partis très loin du MMA pendant une période très prolongée, même dû à des blessures pour le cas de Dominique Cruz, et qui, quand ils reviennent, ben, ils brillent et ils gagnent leur combat. Ouais. Et de l'autre côté, ceux qui partent sur ce narratif, ils disent aussi que John Jones, bah, il a été très décevant sur sa fin de carrière light heavyweight. Sur ses 3 derniers combats, c'était pas exceptionnel, et il n'a pas vraiment eu le temps de prouver ce qu'il valait en poids lourd contre Cyril Gane parce que c'était expéditif et certains aiment bien se positionner sur le fait que c'est plus Cyril Gane qui a merdé que John Jones qui a fait un bon taf. Là-dessus, je suis pas à 100% d'accord. Donc, je suis pas 100% aligné avec ce narratif, mais c'est un point de vue qui s'entend quand même. Écoute, ouais, il y en a certains, effectivement, hein, bon, je pourrais dire observateurs qui disent qu'il faut pas enterrer notre ami Stipe Miocic trop rapidement. Ouais. Moi, je vous avoue, hein, bah, vous avez sûrement, pas encore, mais faites-le, bah, écoutez l'analyse. Moi, je suis parti du principe qu'effectivement, l'absence n'était pas un argument. J'ai personnellement analysé et je pense sincèrement que Jones est supérieur techniquement. Voilà. La Je, version je- motivée de Jones est meilleure à celle de Stipe. Oui, oui, mais oui, oui, clairement. Parce qu'en fait, Donc, on avait quand même dit que si on avait eu ce combat un an après le dernier combat light heavyweight de John Jones, donc un an après Reyes, on imagine un John Jones qui prend un an pour monter chez les poids lourds et qui affronte Stipe Miocic avant sa défaite contre Francis Ngannou et donc après sa deuxième victoire consécutive contre Daniel Cormier. hmm, Là, on aurait été beaucoup plus généreux sur les cotes de Paris et sur les chances de victoire à Stipe ouais, Miocic. parce qu'on aurait eu
Les factories. Un John Jones, enfin en tête, un John Jones démotivé, qu'on n'a pas vu en poids lourd. Là, on l'a vu en poids lourd, on l'a vu quand il est motivé. Ouais. Et on a vu qu'il était calculateur aussi. Enfin, il a toujours un petit peu été, mais clairement, il arrive sur des combats où il a des boulevards de victoire, tu vois. Ouais. Et donc, à partir de là, ouais, j'entends les arguments, ça, mais moi, je vous avoue que je suis pas convaincu. J'espère me tromper parce que j'aime bien me tromper sur ce genre de choses. J'ai toujours dit. J'espère sincèrement être étonné, c'est souvent ça. Hein. Parce que regarder un combat où, entre guillemets, avant le combat, tu vois déjà ce qui risque de se produire, c'est pas non plus des plus intéressants. Donc c'est pour ça que j'aime bien être surpris. Ça m'intéresserait que votre analyse se passe, clairement. Par contre, j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être parce que je suis pas allé vérifier, mais j'ai l'impression que Unibet.fr nous a écoutés parce qu'il y avait une cote en dehors du Moneyline qui était sortie, c'était celle de plus de 1.5 et moins de 1.5. Et il me semblait que tu avais dit que tu étais chaud de te positionner sur plus de 1.5. Et en plus, j'avais fait genre, waouh, elle est ultra intéressante parce qu'il me semble qu'elle était à 1,70. Et là, je vois qu'elle est à 1,57. Donc, il y a Unibet qui nous a écoutés. Non, moi, je l'ai à 1,72, moi. Non 1,72, elle était. Ah non, j'ai mis avec Jones. Ah, avec Jones. Jones gagne et plus de 1 round et demi. Ouais, c'est 1,72. Voilà. Ok. C'est ça, en fait. On était à... Mais on l'avait pas encore. Donc, toi, tu avais vraiment dit juste le combat dure plus que 1.5. Combat dure plus que 1.5, ça devait être à 1,50. Et okay. Tu avais dit, ouais, mais si tu prends Jones, je pense qu'il y aurait 0,20 en plus. Quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc là, on est à 1,57 et si tu prends Jones, c'est 1,72. Ouais. Ouais, parce que je pense que là, on était tous les deux absolument d'accord. On va avoir un Jones qui va pas le mot appréhender n'est pas le bon, mais il va un peu observer, analyser pendant le premier round. Il va pas prendre trop de risques parce qu'il sait que les grosses forces de Stipe seront probablement dans les premières reprises et qui va plutôt installer son jeu sur la durée. Moi, je pense que le game plan qu'il avait utilisé dans la revanche contre Gustafsson est celui à utiliser contre Stipe ici. Et c'était un finish au troisième round. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord avec le fait de se positionner sur le temps dans ce combat. Parce que clairement, Jones à 1,11, bof. Je comprends amplement ceux qui trouvent que Miocic à 5,60, il y a 30% maintenant même, qui sont positionnés sur Miocic. Franchement, j'hésite. Je vais te le dire, j'hésite parce que on reste chez les poids lourds. On a un vrai poids lourd contre Jones, quelqu'un qui est capable de finir sur une frappe. Hein, dans son prime, c'était le cas. Et tu peux, il y a eu une photo de Stipe Miocic là au photoshoot. Tu te dis, ok, il a l'air d'être encore en bonne shape, tu vois. C'est pas le retour de Nick Diaz la dernière fois, tu vois, en termes de shape. Donc ouais, 5,60, tu vois. Encore une fois, ça peut être ce truc comme la soumission de Paul Craig. Je m'attends à perdre 0,2 unités, mais le 5,60, je peux pas passer à côté. Ça peut être comme ça que je le vois. Donc j'hésite. Là aussi, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je me positionne soit sur le dog, soit sur le temps. Les petites voix des gars qui voient Stipe Miocic l'emporter, il faut pas l'enterrer, là, ils sont en train de porter leurs fruits. Ouais, en fait, tu sais ce qui m'ennuie pour... Pardon, vas-y, continue. Et moi, je viens de barrer Jones gagne plus d'un round et demi, parce que je trouve que c'est pas intéressant. Donc, moi, si je me positionne, ce sera plus d'un round et demi. Peu importe qui. Peu importe qui, parce qu'à 1,57, effectivement, on pourrait se dire que 4e, 5e, regain d'énergie de la part de Miocic qui trouve un TKO ou qui le connecte, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc ça a porté ses fruits, les amis. Ouais, et puis toi, t'es sur le dog. C'est vrai que tu vois, quand tu fais sur le temps comme ça et que tu passes de 1,57 à 1,72, est-ce que tu as envie de prendre le risque de vraiment choisir un camp, tu vois? Je te rejoins. Je pense que c'est une bonne décision. Et même en plus, si tu places une unité dessus, je sais pas combien d'unités tu comptes mettre dessus, mais voilà, la différence c'est 0,15 quoi. Ouais, ton gain c'est 0,15 pour te positionner sur quelqu'un. Je pense pas que ça en vaut la chandelle quoi. Et je pense que tu regretterais même pas si Jones gagne après 1.5, tu serais pas en train de dire mince, j'aurais pu faire 0.15 unités supplémentaires. Quoi. Donc top, je pense qu'on a fait le tour. Moi j'ai encore beaucoup d'hésitation. C'est une bonne manière d'inviter les gens à nous suivre sur les réseaux. Brian, un tout grand merci. Les amis, merci à vous. N'oubliez pas en commentaire pour donner un peu de force à la chaîne. Mettez les positions sur lesquelles vous vous mettez. Et si vous n'êtes pas des parieurs, mettez juste vos pronostics.
Il y a une différence entre pronostic et pari, ou alors vous vous dites, si j'étais un parieur, je me serais positionné sur. Très bon exercice. Ciao les amis, ciao Brian. Ciao tout le monde.